Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre plateau de Banquise FM où je reçois aujourd'hui Axel et Eden. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes venus nous présenter les différents ateliers que vous avez pu réaliser ici au sein de la commune de Houdain, notamment le projet Imagine. Axel, tu vas nous parler des ateliers radio, Eden du théâtre. Honneur aux filles. Alors Eden, peux-tu nous présenter un petit peu ces ateliers théâtre s'il te plaît? On a fait des groupes en scène Oui. pour faire des petites scènes sur les inégalités hommes-femmes. Qu'est-ce que ça permet de faire du théâtre en fait? Parce que tu es quand même quelqu'un de timide, de réservé. Est-ce que ça fait du bien de faire du théâtre? Oui. Qu'est-ce que ça t'apporte en plus? Plus parler aux gens. Bon anniversaire les enfants. Ouais. Merci. Merci maman. Mais attends, c'est quoi cette histoire? C'est pas les voitures pour le garçon et la poupée pour la fille? Non, les enfants ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Enfin, ton frère il prend le bébé et puis tes sœurs ils prennent voiture, garage, quoi, des trucs comme ça. Les filles, c'est pas fait pour jouer au ballon. Mais qu'est-ce que tu fais là avec le ballon des filles? Laisse-le. Pourquoi tu la reprends? Parce que le ballon, c'est pas fait pour les filles. Ah, pourquoi ce serait pas fait pour les filles? Parce que ils ont autant le droit de jouer au foot que nous. Nous vous invitons sur le plateau de Banquise FM, Lorenzo et Michel, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes venus nous présenter l'atelier qui s'est déroulé cette semaine au sein du centre de loisirs de Houdain, qui est un atelier vidéo. Alors qui peut m'en dire un peu plus? Lorenzo. Lundi, on a commencé à faire des groupes Mhm. par rapport à plusieurs thèmes, Alors comme l'addiction, Oui. l'homophobie, le handicap et tout. On a fait plusieurs groupes pour savoir qui allait en parler. Alors une fois que ces groupes ont été réalisés, qu'est-ce qui se passe? Comment on organise son travail justement autour de toutes ces thématiques? On a essayé de trouver plusieurs questions. Mhm. Alors est-ce que par c'est pas rapport trop au thème. compliqué justement de trouver les bonnes questions? Si. Ouais, c'est compliqué. Qu'est-ce que vous pensez de l'homophobie? L'homophobie, déjà, c'est des personnes qui aiment pas les lesbiennes, les gays. Et moi, perso, ça me dérange pas. C'est une personne qui ne respecte pas l'autre. C'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre, que je vois malheureusement, mais que je ne comprends pas très bien. Deux hommes qui s'aiment, deux femmes qui s'aiment, ou un homme, une femme qui s'aiment, tant qu'on ne fait de mal à personne. Pourquoi les gens sont-ils homophobes? Je ne sais pas. Je sais pas, là franchement c'est quelque chose que je ne comprends pas. Je pense que ça leur fait peur. Pour vous, qui en est concerné? J'allais dire tout le monde, mais en particulier ceux qui seraient homos, mais je pense que finalement tout le monde est concerné, parce que si nous-mêmes, même si on n'est pas concerné directement, on réagissait mal, ce serait dommage. Alors qu'à l'inverse, si tout le monde réagit normalement et considère que c'est possible, qu'il n'y a pas que l'hétérosexualité, mais il y a aussi l'homosexualité, je pense que ce serait tout simple. Pour moi, tout le monde peut être concerné. Il y a certaines personnes qui se disent hétéros et qui peuvent tomber amoureux. Par exemple, une fille peut se dire j'aime les garçons et un jour tomber amoureuse d'une fille. Comment réagisseriez-vous en apprenant que l'un des membres de votre famille fait partie du groupe LGBT? Personnellement, le temps qu'ils sont heureux, c'est le principal. Donc, moi, je suis pas du tout homophobe, je suis ouverte, donc voilà. Écoute, j'aurais rien à dire de particulier. Ce serait pas mon choix, ni ma vie, donc j'aurais pas vraiment de choses à dire là-dessus. On ne tombe pas amoureux d'un sexe, homme ou femme, on tombe amoureux d'une personne. Y a-t-il des lieux propices à l'homophobie? L'école. Malheureusement, oui, je trouve que l'école, dans la mesure où les élèves sont toujours très dans le standard
Et je vois bien que là-bas, il est hors de question d'être ouvertement homosexuel, puisque la norme, ce sera plutôt l'hétérosexualité. Donc je pense qu'à l'école, c'est un vrai souci. Partout. Dans le cercle familial, dans la rue, dans les lieux publics. Quand les personnes sont dans la rue, ils peuvent être interpellés par des homophobes, donc dans la rue. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Que si vous rendez compte que vous êtes fille, vous aimez une fille, ou vous êtes garçon, vous aimez un garçon, ne pas hésiter à en parler autour de vous. Michel, de quel groupe faisais-tu partie ? L'addiction. L'addiction. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu justement le genre de questions que vous aviez préparées dans cette catégorie, dans cette thématique de l'addiction ? Comme quelles sont les causes de l'addiction ? Que feriez-vous pour les aider, les addicts ? Et à qui vous les avez posées, ces questions ? Aux personnes, Ouais. Donc, des gens dans la rue. Alors, vous avez posé ça sur place ou vous êtes déplacé ? On s'est déplacé pour aller au Lin. D'accord. Pour vous, c'est quoi l'addiction ? L'addiction, c'est quand une personne est accro à quelque chose et qu'elle n'arrive pas à s'en passer. Donc ça peut être plein de choses comme la cigarette, les jeux vidéo, l'alcool ou autre. C'est-à-dire qu'on a tellement pris le goût à consommer quelque chose qu'on y revient naturellement et tout le temps. On sait que ça ne nous fait pas du bien, mais on ne peut pas s'empêcher. Et l'addiction, c'est ça en fait. C'est que ça nous entraîne dans un cycle où c'est tellement compliqué de s'en sortir parce qu'on a l'impression que sans cette substance, on n'est rien. Alors que ce soit l'alcool, les drogues, très compliqué. Combien de personnes addictes connaissez-vous ? Maximum 3 que je connais vraiment, des addicts au tabac. Moi, il n'est pas marqué sur leur front en fait, donc c'est un peu compliqué de savoir. Dans quel endroit trouve-t-on le plus de personnes addictes ? Je pense dans les cafés, dans les lieux où il y a de la boisson alcoolisée, et même chez eux, mais en fin de compte, chez eux, les gens qui fument, qui boivent. Il n'y a pas vraiment d'endroit. C'est pas des endroits, c'est pas tiens, je vais aller là, je vais trouver plein de personnes addictes. Comment arrêter d'être addict ? On peut se faire aider par soit les parents ou comme les parents ou des personnes extérieures qui nous viennent en aide pour nous restreindre. Avez-vous déjà aidé une personne addicte ? Ouais, il était addict à la cocaïne. Donc je l'ai pris, je l'ai emmené à l'hôpital. J'avais pas les armes pour le soigner. Alors lui, il m'expliquait que le fait de prendre de la cocaïne, il se sentait invincible. Rien ne pouvait lui arriver. Pour lui, c'était un surhomme. Alors ça a commencé tout bêtement. Il traînait longtemps en boîte et le lendemain, il devait se lever pour aller travailler. Là, il y a un gars qui lui a dit « Ouais, tiens, prends ça, tu verras. Tu auras un peps du tonnerre. » Donc il a pris ça, bien sûr, la première, elle était offerte. Il a pris ça et effectivement, il s'est senti boosté. Mais il s'est rendu compte que quand il arrêtait d'en prendre, il se sentait nul, il se sentait pas utile. Alors que quand il prenait cette substance, il se sentait vraiment invincible. Pourquoi c'est pas évident d'aider des gens en addiction ? Ils ont ça dans le sang, on va dire. Ils sont addicts, donc c'est très très difficile. Et donc si vous voulez l'aider, comment vous pourriez faire ? Essayer de les prendre sous notre aile, on va dire, les ramener à la raison. C'est la personne qui est addicte qui se prend en charge. Il y a des gens pour aider, qui sont là pour te soutenir, j'ai envie de dire, mais je pense que c'est propre à la personne. Si la personne est décidée de s'en sortir, elle s'en sortira. Connaissez-vous les différents handicaps ? Alors oui, j'en connais quelques-uns. Il y a le handicap physique, ça c'est le plus voyant. Il y a aussi le handicap mental. Voilà les deux types d'handicap qu'on voit le plus souvent et qu'on entend le plus souvent parler. Qui peut les prendre en charge ? Alors moi je pense par exemple à la maison départementale du handicap. Où sont-elles soignées ? Alors c'est déjà un mot soigné, c'est déjà un mot qui me choque dans votre question en fait. Parce que ce ne sont pas des personnes malades, ce sont des personnes comme toi et moi, qui sont simplement différentes en fait. Et le problème, elle est là en fait, c'est cette différence. C'est-à-dire que comme ils sont différents,
on a du mal à les intégrer dans notre société. Toute personne, s'ils sont de bonne volonté, tout le monde peut soigner quelqu'un. Par exemple? En les accompagnant, c'est pas grand-chose, mais en les accompagnant tous les jours, faire soit du sport, soit les aider à aller faire des courses ou quoi que ce soit, tout le monde peut les aider. Où vivent la plupart des handicapés? Et je pense qu'il y a les centres spécialisés, les IME, j'espère beaucoup avec leur propre famille. Quand ils sont autonomes, tu sais, on parle de degré d'autonomie. Une personne qui est en fauteuil roulant, si elle est autonome chez elle, elle va prendre son appartement, sa maison et elle va vivre très bien. Il n'y a pas forcément de structure. Ils peuvent vivre chez eux, mais il faut aménager leur chez eux. Et puis ceux qui ont des grosses difficultés, qui ont besoin d'aide et qui ont besoin de... Donc ces personnes-là, ils vivent dans des structures où il y a des médecins, des infirmières qui peuvent les aider à pouvoir vivre quotidiennement leur vie. Quand vous vous trouvez devant eux, comment réagissez-vous? Comme une personne normale. C'est-à-dire? C'est-à-dire, je fais comme s'ils n'étaient pas handicapés. Je leur parle normal, je leur demande s'ils peuvent accepter de faire telle et telle chose. Si c'est dans leurs possibilités, il n'y a pas de problème. Bon, en général, je réagis normalement. Ce sont des gens comme toi et moi. La seule différence, c'est que certains ils sont en fauteuil roulant, mais ils ont des accidents de la vie ou de naissance. Donc, il n'y a pas de comportement différent à avoir avec les handicapés. On fait tout pour les aider, pour déjà minimiser leur handicap, parce que c'est vrai que ce n'est pas évident à vivre pour eux, le handicap. Moi j'ai travaillé avec des enfants dans des classes où il y a de gros handicaps et ce n'est pas évident. Et on essaie au maximum de les intégrer. Est-ce que dès qu'il y a des gens qui les regardent, est-ce qu'ils se vexent? Il y a des regards vexants, oui, il n'y a pas de problème. Il y a toujours des regards vexants, mais il y a des regards normaux. Il y a des enfants, c'est les enfants qui sont les plus innocents, parce qu'ils ne prêtent pas attention. Pourquoi il y a des gens qui réagissent bizarrement face à eux? Parce qu'ils n'ont jamais eu ce problème-là dans leur famille. C'est parce qu'il y en a qui ont peur, il y en a qui réfléchissent pas beaucoup. Des fois j'appelle ça de la bêtise humaine, moi. Il y en a qui vont voir un handicapé, ils vont se retourner, ils vont rigoler. Voilà, c'est une bêtise. C'est parce qu'ils ne peuvent pas faire les mêmes choses que tout le monde. C'est ce qui dérange le plus. Et notre rôle, c'est d'intégrer au maximum les handicapés. Les enfants handicapés apportent quelque chose aux autres. Est-ce que vous voulez rajouter un petit mot? Que de plus en plus qu'il y ait des structures pour les handicapés, ça sera encore plus formidable. Par exemple, comme quoi? Des salles de sport en ayant accès aux handicapés, ça serait mieux. Il faut que vraiment tous les bâtiments soient accès aux handicapés. Alors moi, je travaille dans l'aménagement. Et donc je suis amené parfois à travailler avec des associations sur le handicap. Là, dans un nouveau projet, on a fait venir des malvoyants pour faire le tour du quartier avec eux. Et on les a laissés, ils ont marché devant nous. Et ils ont été capables de nous dire à quel moment, pour eux, ça ne va pas. Et à quel moment il faut rectifier, il faut remettre des barres, il faut remettre des poteaux de couleur blanche et pas de couleur noire parce qu'ils ne les voient pas. Et tout ça, ça aide aussi à pouvoir accepter le handicap dans sa ville. Donc voilà, c'est ce que j'aime bien aussi un peu dans mon métier. Et puis aussi participer à bien vivre ensemble. Voilà. Comment se comportent un peu les gens comme ça quand ils voient arriver une caméra ou pour une interview? Est-ce que ça répond toujours positivement ou des fois on a un peu peur? Un peu timide. Ouais. Et est-ce que vous avez quand même réussi à avoir de la matière justement Bah oui. Ouais, généralement on répond favorablement à ce genre d'interview? Ils ont bien répondu à ce qu'on avait posé. D'accord. Et quel bilan vous pouvez en faire de cet exercice? Parce que au final, c'est pas simple. Des fois, quand on fait de la radio, on fait de la vidéo, on pense qu'il suffit de s'installer devant la caméra ou devant le micro et puis allez, c'est parti, on fait de la radio. Non, parce qu'il y a de la recherche, il y a de la préparation. Qu'est-ce que vous pouvez en tirer comme conclusion de tout ça? On a réussi à savoir ce que les gens y pensaient. Ouais. On a essayé de savoir ce qu'ils pensaient par rapport au thème qu'on avait choisi. Est-ce qu'il y a de la fierté, quelque part, d'avoir des réponses aux questions qu'on a préparées? Un peu. Ouais. Oui. Michel? Ouais. Eh ben, merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Et puis, bonne continuation et bonne fin de vacances à vous. Merci. Merci. Pour vous, qu'est-ce qu'une discrimination? Au sein du travail, quand on fait une différence entre les collègues, on privilégie plus quelqu'un selon son type de couleur, selon son handicap physique, le fait qu'on soit copain avec lui ou pas. Pour moi, c'est de se moquer d'une personne,
de la penser jusqu'à bout, quoi, jusqu'à temps qu'elle pleure, lui donner des insultes. Qui est touché par la discrimination? Alors souvent, dans la discrimination, on parle de la discrimination raciale, c'est souvent les personnes de couleur. On parle de discrimination, aujourd'hui il y a aussi la discrimination handicap physique, et puis il y a aussi la discrimination homme-femme. Au niveau du monde du travail, dans tout ce qui est salaire en tant que tel, on entend beaucoup parler qu'il y a une différence en fonction des différents postes qui existent entre le salaire à poste équivalent des salaires différents. Voilà, parce que c'est un peu, on est dans une culture comme ça depuis des décennies où la femme a toujours gagné moins que l'homme. Et souvent, ça n'est pas justifié parce que le travail effectué est exactement le même. Une femme a toujours l'obligation de prouver par rapport aux hommes qu'elle va pouvoir y arriver. Donc quelquefois, elle doit déployer tellement d'énergie pour obtenir ce qu'un homme peut obtenir dès le premier regard ou la première fois, quoi, en quelque sorte. Comment peut-on faire face aux discriminations dans le travail? On peut faire face à la discrimination dans le travail en étant plus égalitaire avec les autres, en dénonçant aussi certaines discriminations qu'on peut voir, qu'on peut entendre, et libérer la parole. Je crois que c'est vraiment ça. Il faut libérer fortement la parole dans le milieu du travail. À quel moment les discriminations peuvent-elles arriver? Souvent les discriminations elles arrivent au moment de l'embauche, un travail, au moment d'avoir un logement, au moment d'avoir une promotion sociale par exemple. Voilà, les différents types de discriminations sur lesquelles on peut être touché. Par exemple, au moment d'un entretien d'embauche, celui qui recrute va poser des questions à une femme qui ne posera jamais à un homme. Pour savoir si elle compte avoir des enfants. Puisque si elle compte avoir des enfants, elle va forcément avoir un congé maternité, ce qui va poser problème dans l'entreprise. Donc là, on fait des grandes différences et qui ne devraient pas exister normalement. Ça fait plus de 20 ans que je travaille. J'ai pu percevoir quelques comportements discriminatoires, et qui sont souvent facilement observables, mais difficilement pénalisables. Parce que les gens qui font la discrimination, souvent ils le savent, donc ils dépassent rarement les limites pour être condamnables, justement. Mais c'est vrai qu'on l'aperçoit et parfois c'est difficile de le vivre et de le voir vivre. Et donc du coup, les solutions, quand vous voyez quelqu'un se faire, ou j'ai pu voir quelqu'un se faire discriminer, c'est soit de lui en parler directement en disant « faut pas te laisser faire », soit aussi d'interpeller quand on travaille dans le milieu professionnel. Il y a des syndicats, il y a son responsable, il y a aussi son président ou son maire dans les collectivités, ou le grand patron dans une boîte privée. Et l'idée, c'est surtout d'aider celui qui se fait discriminer à lui faire sentir qu'il est comme tous les autres dans l'entreprise et qu'il est capable de pouvoir avoir un travail, une évolution de carrière, avoir un bon salaire. Et souvent, les gens discriminés, ils ont tendance un petit peu à rester sur eux-mêmes et à avoir peur de se défendre. Avez-vous quelque chose à rajouter? Non, très bien, c'était très plaisant, on ne pensait pas être interviewé comme ça, on était arrivés incognito, donc très belle expérience pour nous aussi. Et déjà un talent de journaliste. Voilà, tout à fait, bravo. Merci de votre attention. Merci à toi. D'abord, on a choisi à faire déjà un film. Et puis après, on a mis en place ce qu'on voulait faire dans ce film, de quoi on voulait parler. Si on voulait faire du théâtre, de la radio, un peu de vidéo. Qu'est-ce que tu as le plus apprécié? Le micro-trottoir. Pourquoi? J'ai bien aimé interviewer des gens comme ça. On voulait faire un peu de théâtre, ce qui s'est très bien passé. De la radio aussi, c'était très chouette. J'ai bien aimé, donc j'ai envie de recommencer. Et pour la vidéo, on a appris plein de choses. C'était trop cool. Puis j'ai adoré.